pas la date exacte, mais je sais l'endroit. Donc c'est un dimanche après-midi d'automne, avec le même soleil qu'aujourd'hui, au Palais de Tokyo, 71, exposition René Char. Et dans l'exposition René Char, il y avait une exposition de tous les livres, de toutes les éditions de Char, illustrées par un de mes grands chocs, Braque. Et donc je découvre la gravure, en fait, comme accompagnement de la poésie de René Char. Donc je voulais à la fois avoir une recherche intellectuelle, ça c'était très clair, je ne ferais rien d'autre, ou bien une recherche artistique. Il fallait que je choisisse entre les deux. Et donc j'ai décidé de faire une science humaine. Mais à l'époque, ça commence les sciences humaines, c'était pas comme maintenant, hein, c'était l'émergence des sciences humaines. Et donc j'avais le choix entre sociaux et linguistique. Mais très 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 rapidement, pour des tas de raisons, ça a été linguistique. Donc j'ai fait de la linguistique et je voulais faire de la sculpture. Je voulais m'inscrire dans un cours du soir de la ville de Paris. Et donc pendant l'hiver, donc je me présente à cet atelier. Le prof de sculpture me dit qu'il n'acceptait que des gens qui présentaient un dossier de dessin. Et donc il me suggère d'aller dessiner dans l'atelier de dessin qui était juste à côté, de revenir le voir, de revenir 3 heures après. Et donc je vais dessiner mon modèle vivant. C'était un mec. J'ai quelque part le dessin. Et j'avais fait un tout petit dessin qui devait être grand comme ça. Et où bien sûr, j'avais pas fait les pieds et les mains. Et le type, devant tout le monde, il prend mon dessin et il dit, toutes les personnes qui étaient là, c'était un atelier de modelage, hein, en disant, regardez, il a fait un très joli tube de dentifrice. Ça, c'est la France. Hein, à quelqu'un qui avait 27 ans. Regardez, là, je fais un connard, mais c'est inimaginable de faire une chose pareille. Je sais plus, j'ai dû l'insulter, j'ai dû lui dire je sais pas quoi. Et j'ai quitté la salle, si tu veux. Il était clair que jamais j'irais dans cet atelier-là. Et je croise la prof de dessin. Donc il voit que je devais être en pétard, quoi. Et puis là-dessus, elle me fait comme ça, puis elle me dit eh ben, vous pouvez rester en dessin. Et donc je suis resté en dessin. Alors la gravure là-dessus, donc je passe ma thèse, je rentre de New York, je suis au CNRS, donc ma carrière intellectuelle elle est balisée, ok, voilà. Mais maintenant la carrière artistique, j'avais rien. J'avais que mes cours de dessin, mais qu'est-ce que je faisais avec mon désir de faire de la sculpture? Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que le souvenir de l'illumination du musée d'art moderne, eh ben, j'allais faire de la sculpture qui était la gravure. Et c'est comme ça que j'ai commencé la gravure. Et j'ai rencontré le prof du musée des arts décoratifs, qui était Jean-Claude Raynal. Et ça a beaucoup compté parce qu'il était, comme moi, un peu in between, comme ça, avec la culture française, mais qui avait vécu aux États-Unis. Donc, enfin, ça fait que l'époque, hein, la France, c'est pas la France de maintenant, c'est une France complètement traditionnelle, chiante. Déjà la réaction anti 68 art, enfin c'était. Et l'enseignement artistique était très traditionnel, vraiment chiant, hein, vraiment. Et donc les États-Unis, c'était vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Et ce type était une bouffée d'oxygène. Et son enseignement, c'était une bouffée d'oxygène aussi. On formait un petit groupe, il y avait un type qui était guichetier à la SNCF, un métier qui n'existe plus maintenant, ou presque plus. Un type extraordinaire graveur, qui ne faisait pas des fleurs et des paysages, quoi, qui cherchait vraiment. Et puis il y avait une dame, donc elle était employée à la sécurité sociale, donc là aussi un métier qui bientôt n'existe plus.
Et elle avait une invention incroyable. Près de chez elle, il y avait un électricien, je ne sais pas quoi. Et donc, elle avait des pelotes de fil. Et elle imprimait ces pelotes de fil. Voilà. Ce qui fait que moi, j'ai commencé mes premières gravures. J'ai fait énormément de gravures, des ready-made. Parce qu'à l'époque, on allait acheter des plaques de cuivre dans un magasin de cuivre qui était au milieu des voies de la gare Montparnasse. Donc j'ai récupéré des plaques de cuivre qui étaient rayées, donc, et je partais mes gravures à partir de ça. Et Jean-Claude nous soutenait. Donc en fait, les gens qui étaient chez Jean-Claude se sont retrouvés chez Isabelle après. Et ce groupe, il a été soudé autour d'Isabelle parce que Jean-Claude est mort. Mort du sida très tôt. Donc, en plus, il y a ça. Donc, c'est une époque, quoi. Le fait que entre 80 et 86, 87, il y a plein de gens qui mouraient. De notre génération, juste la génération juste au-dessus, quoi. À cause du sida. Donc ça rapprochait les gens aussi, il y avait le fait, je crois. Donc voilà, c'est ça la gravure. Donc c'est un désir frustré de sculpture. Et puis en fait, ça a été la technique où je pouvais réaliser cette idée que je voulais être aussi artiste et pas simplement intellectuel. Donc dans l'histoire, après, j'ai fait mon dossier pour rentrer aux Beaux-Arts. J'ai été pris aux Beaux-Arts et puis j'étais pris à Los Angeles, dans une fac aux États-Unis. Donc il fallait choisir. Soit j'avais une vie un peu plus aventureuse et j'entrais aux Beaux-Arts, soit je partais aux États-Unis et là je choisissais vraiment de devenir un intellectuel à plein temps, quoi. Et j'ai choisi les États-Unis. J'avais un crédit que j'avais pris en anglais et j'avais pris un crédit de gravure. L'atelier était tellement beau. En fait, je me sentais tellement pas à la hauteur que j'y suis pas allé, en fait. Je me sentais pas légitime, quoi. C'était pas... L'atelier était extraordinaire. Donc c'est l'UCLA, hein, UCLA. L'atelier de gravure de l'UCLA était... Le bâtiment donnait sur la colline d'Hollywood. Donc c'était, je ne sais plus, au 3-4e étage, un truc comme ça. Et donc il y avait d'immenses baies vitrées qui tournaient le dos à la ville, qui regarde la colline. Ultra propre, ultra grand. Enfin, tu vois comment c'est les ateliers en France, quoi. Même l'atelier des arts décoratifs, il était... mais c'était vieux. Alors qu'à UCLA, là, il y avait des hottes partout, ça je me rappellerai toujours. Parce qu'on utilisait de l'acide nitrique à l'époque. Mon premier mordant, c'était l'acide nitrique. Donc il y avait des tas de précautions, il ne fallait pas respirer, tout ça, c'était dangereux, il fallait ouvrir la fenêtre, machin. Et là, il y avait des hottes, c'est là où j'ai découvert qu'il y avait plusieurs mordants, que chaque mordant avait son bac et un box avec du verre, la hotte. Ah, c'était incroyable, vraiment. Le luxe, et en même temps, simplement, c'était un atelier bien installé, quoi, c'est tout. Mais c'était très impressionnant pour moi. Je ne me sentais pas légitime, donc je ne l'ai pas fait. Et dès que je suis rentré à Paris, il y avait l'atelier d'Isabelle. Je suis allé à l'atelier d'Isabelle, où là, je me sentais légitime, par contre. Donc j'ai fait de la gravure tout le temps, en fait, toute ma vie. Maintenant, quand on me demande ma profession, donc si c'est officiel, je dis que je suis retraité, qui est la façon dont je gagne ma vie. En fait, je travaille autant qu'avant. L'activité que je passais dans mon labo, j'ai décidé que je la passais dans l'atelier. Et donc, je suis un intellectuel et je revendique le fait d'être un intellectuel. Il y a un tel mépris contre la science que je suis fier d'être un intellectuel et je peux expliquer pourquoi c'est nécessaire qu'une société ait des intellectuels. Donc, j'ai eu un métier scientifique et maintenant, la démarche que je faisais comme intellectuel, je la fais donc avec une autre pratique qui est une démarche artistique.
Donc je ne suis pas un artiste social parce que je ne gagne pas ma vie en étant artiste. Et que j'ai cette chance de ne pas avoir à vendre, par exemple. Hein, qui est la différence par rapport à vous, les jeunes, enfin, aux gens plus jeunes qui s'ils n'ont pas un métier à côté, ben, il faut qu'ils vendent leurs œuvres, quoi. Ce qui est terrible, quelque part. Parce que tu rentres dans le marché et que les obligations du marché s'imposent à toi. Tu es obligé d'obéir au goût des gens qui t'achètent, ou à l'idée que tu te fais du goût que les gens achètent. Donc, ce qui, moi, me sidère. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc ça coûte cher hein, d'acheter des plaques, mais il y a une réalité économique, quoi. Et nous, on n'a pas de cote. Et de toute façon, les stars, c'est la super exception. Quand tu as une cote, ou a fortiori quand tu es une star, ben, tu deviens un objet de spéculation. Ce qui est vraiment pas très désirable comme vie, je trouve. Tu vois. Donc, bah, pour être simple, si tu vends, tu es obligé de rentrer dans le marché et tu es soumis aux contraintes du marché. Et quand le marché t'a reconnu et que tu pourrais imposer ta loi au marché, Picasso, quoi. Okay, je fais ce que je veux, quoi. Et je vous emmerde. Ben, tu deviens un objet de spéculation. Et alors, ce matin, je vais prendre mon café dans le café d'à côté et je lis le journal. Et donc, il y avait un article sur Banksy, un street artiste. Et il avait mis dans le cadre de l'œuvre un dispositif pour détruire l'œuvre. Et donc, l'œuvre a été vendue 800 000 livres sterling. Et 5 minutes après, l'œuvre était cassée. Elle s'était autodétruite. Et il a posté un truc sur je sais pas quoi, YouTube, Instagram, en disant fuck you, fuck the market. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de faire ça. Cette calamité de devoir vendre, à mon avis, ça explique Saint-Sulpice. C'est affreux Saint-Sulpice pour ça. Ah, parce que ça coûte cher Saint-Sulpice quand même. Pour des conditions qui sont dégueulasses quand même, il faut bien dire. Hein. C'est vrai, c'est indécent. Et en même temps, c'est pas trop cher. Donc c'est juste comme ça. Mais bon, maintenant, si c'était 3, c'était 150 € maintenant. Ces 100 €, ça vient en plus des cadres, en plus de tout le reste, quoi. Et donc, il faut que tu vendes au moins pour 150, 200 € pour pas en être de ta poche. C'est une sacrée contrainte, hein. Et donc, du coup, ça explique que tout le monde met beaucoup trop d'œuvres, que c'est regardable, parce que sur un mur, il y a 10 gravures alors qu'il en faudrait que 2. Les gens sont bien obligés de vendre. Ça se comprend. C'est triste. C'est triste de mettre les gens dans ce type de situation. Donc, moi, j'ai une chance. Je n'ai pas besoin de ça. Et en fait, je vends. Et du coup, je donne beaucoup. J'ai pris comme pour principe, ben, je me rembourse mes cadres et mes plaques et mon papier. Et puis, une fois que ça, c'est à peu près remboursé, je donne. Je ne vends pas. Si une galerie vient je ne lui donnerai pas. Mais si c'est des gens, même des gens que je ne connais pas, je donne. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas des objets, c'est des œuvres. Donc, c'est un peu romantique, mais moi je l'assume totalement parce que quand même on vit dans un état de la société où tout est transformé en marchandise, hein, donc ce qui est l'apogée du capitalisme. L'apogée du capitalisme, c'est ça, c'est tout transformé en valeur marchande. Et donc, ce que nous faisons est transformé en valeur marchande. Comme nos vies sont transformées en valeur marchande, comme nos désirs sont transformés en valeur marchande, comme nos corps sont transformés en valeur marchande. Et donc, si on peut se permettre de dire, ben, fuck you, c'est pas une valeur marchande, ben, moi, ça me fait plaisir de la faire. Donc, c'est pour ça que je suis un artiste. Un artiste romantique, en plus. Ce que je fais, ça se vend pas. Si je vends, c'est simplement parce que, voilà, ça me paie mon papier, mes cadres et mes plaques, et mon encre. C'est tout, voilà. Mais ce que je fais vaut beaucoup plus que ce que vous pouvez me payer. Donc,
Ça n'a pas de prix. Bon, c'est un peu aristocratique. Il se trouve que je peux le faire. Voilà. Mais je peux le faire parce que je suis mon propre mécène, en fait. Voilà, c'est tout. Après tout, pendant 40 ans, j'ai pas fait de gravure. Hein. Ah, il faut dire une chose, hein, c'est que je suis très jeune, d'accord? Parce que je suis un artiste, j'ai commencé à l'automne 2013. Je suis au début de ma carrière. C'est comme ça que je le prends. Et c'est vrai, parce qu'il y a des tas de trucs qu'il faut apprendre. J'ai bien sûr appris, je savais faire une aquatinte, je savais suivre une plaque, mais c'est pas pareil de le faire comme ça, un peu plus qu'un hobby, mais c'était quand même pas une activité principale. Dans ma tête, je savais ce que je voulais faire, mais j'ai jamais pu faire ce que je voulais en fait. Je faisais des petites gravures, quoi. Je faisais des petits trucs. Je pouvais pas avoir une vraie démarche, tu peux pas. Donc mon ambition, c'était que j'ai fait de la philo, et donc j'ai appris à faire des analyses avec des concepts. Après, j'ai fait de la science, et la linguistique, c'est vraiment une discipline scientifique. Ça date des années 50-60. Les linguistes que moi je suis, on a été des proto-scientifiques. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour devenir vraiment des scientifiques. Donc je sais raisonner comme un philosophe, je sais raisonner comme un scientifique, et je voudrais raisonner comme un artiste. Donc nous, avec des images, puisque c'est notre truc, qu'est-ce que c'est que d'aborder quelque chose en artiste? C'est-à-dire en réfléchissant sur le type d'image qu'on fait, comment on traite un problème en artiste, comment on peut accroître une connaissance qu'on a de la vie par une démarche artistique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas évident, hein? Pas simple, c'est pas... Je suis pas sûr, hein? En plus, on est des Occidentaux. On est vraiment des Européens. Nous, en Europe, on a cette idée que les images ont un pouvoir. Par exemple, les icônes. Et donc une icône, c'est vraiment une image qui a un pouvoir. C'est pas une idole, hein, c'est pas Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est pas un truc qu'on adore parce qu'il y aurait Dieu dedans, c'est que ça t'indique que Dieu existe. Nous, en Occident, on pense ça. On pense que les images ont un pouvoir. Quelque part, je suis complètement pris là-dedans, moi. Hein. Donc je crois vraiment à ça. Une image est une image artistique quand elle manifeste quelque chose. Je voudrais que mes images manifestent, qu'elles manifestent l'horreur que le néolibéralisme fait faire à la société en ce moment de destruction à la fois de l'humanité et de la Terre. Et puis après, à travers une image, de rendre présent le sentiment religieux qu'on peut avoir. Et j'y suis pas. Hein. Mais c'est ça. Mes prochaines gravures, ça va être ça. Donc j'ai pris avec mon téléphone une photo du marronnier, d'en dessous du marronnier, pour ne pas être piégé par la représentation des feuilles de marronnier. Je dessine sous projection. C'est cette série-là. Ouais, techniquement c'est simple. Hein, en fait j'ai fait la même image 3 fois. Une en lino, une pour gaufrer, très fort, une en taille douce et une en taille de peintre. La gravure c'est ça. C'est ça qui te permet de faire la gravure, qui ne permettrait pas de faire la peinture, je crois. Parce que la gravure, l'image d'une gravure, l'image que l'on obtient en gravure, elle n'est pas sur la plaque. Et l'image, elle est, en fait, c'est ce qui va se déplacer de ta plaque sur ton papier. Donc l'image, c'est ce fantôme-là qui se décolle de ta plaque et qui va venir se coller et s'imprimer dans ton papier. Ce truc-là, au moment de la presse. Donc l'image de la gravure, elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Ce que je cherche, c'est de faire exister ce fantôme qui est là. Ce fantôme, nous on ne le voit pas parce qu'on est en train de tourner la roue, okay, mais il existe. Il existe parce que de toute façon il laisse une trace matérielle en plus. D'accord ? Donc ce fantôme qui est là, moi je voudrais que quand il va être sur le papier, eh bien on le sent. C'est faire apparaître ce fantôme. Voilà. Ça a toujours été un mystère de pourquoi on voyait. Dans nos traditions, il y a eu beaucoup de théories. Et donc une des théories, c'était que les choses envoyaient des fantômes qui venaient frapper nos yeux.
Et ben, je pense que la gravure, c'est ça. Et je voudrais faire ça. Il faut que je trouve le moyen. Donc voilà, c'est ça mon but. Donc j'espère que je vais y arriver. Artémis, qui est une déesse vierge, donc elle vit avec ses nymphes dans la forêt. Et un jour, Actéon la surprend et la voit nue. Et Artémis la transforme en cerf pour le punir. Et la meute de chiens d'Actéon s'attaque au cerf et le tue. Donc les chiens tuent leur maître. Et en tuant leur maître, Actéon, devenu cerf, ils s'en aperçoivent et ils sont au comble de la douleur. Ils vont voir Chiron, le centaure, et Chiron, pour la première fois dans l'histoire humaine, façonne une effigie qui représente Actéon. Et c'est la naissance de la sculpture. La chasse l'habite encore. Au travers de ses veines, comme d'un fourré, jaillit la bête. Des vallées prennent forme, des étangs en forêt reflètent la biche, tandis que derrière elle, alerte, court le sang du dormeur clos, tourmenté par la brutale évanescence de l'arsenal confus des rêves. Mais la déesse, elle qui n'a jamais connu l'union, va, adolescente, par les nuits de tous les âges, elle qui s'est accomplie elle-même dans les cieux sans rencontrer personne, elle se pencha sans bruit sur les flancs du dormeur et de ses épaules elle fit briller soudain la coupe où il buvait le sommeil. Oh, c'est extraordinaire. Dans ce poème, ce qui est très beau, c'est que c'est une version positive, puisque la déesse, elle donne la coupe à Endymion au jeune homme, qui est la coupe des rêves. Donc en fait, c'est un acte d'amour. C'est le désir de la déesse pour le jeune homme, et non pas le désir du jeune homme pour la déesse. Voilà, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce poème. Et pour moi, c'est très important parce que quand on fait une randonnée en forêt et en montagne, on rencontre parfois des biches, qui est l'animal de la déesse, et que quand je vois une biche dans la forêt, je pense que c'est la déesse qui me l'a envoyée.